Bonjour à tous et bienvenue. Je fais souvent des vidéos autour de la gestion des clubs, alors principalement en France, un petit peu en Belgique, et également un fil rouge sur quelques gros clubs. On a le Barça, on a Manchester United un degré moindre, et également Arsenal. Or, les Gunners sont aujourd'hui à un carrefour de leur histoire moderne, et je pense que ça va en faire bondir certains, ce que je vais dire, mais quelque part ils vont être précurseurs du nouveau modèle à venir sur les gros clubs, c'est-à-dire le tout pour le football business, l'absence de plus en plus grande de cellules de recrutement et l'arrivée de ce poste hybride qu'on appelle directeur du football et de quelques conseillers qui vont murmurer à l'oreille des propriétaires. Alors avant toute chose et de parler vraiment de ce côté business là, on se rend compte que Arteta mérite des louanges, parce qu'il a hérité d'un effectif brinque-ballant avec plusieurs joueurs blessés. Et je tiens encore à le rappeler, mais l'effectif d'Arsenal est très loin de viser le top 4. Il suffit de regarder la défense, hors Kieran Tierney, qui en plus était blessé une majeure partie de la saison dernière. Aucun joueur ne joue dans le top 10 de Première Ligue. On va être très clair là-dessus. Donc, parce que ça n'a pas toujours été parfait, mais tu vois une véritable progression dans le jeu. Alors c'est vrai que le retour de Tierney a fait du bien, que l'émergence constante de Saka aussi, Aubameyang, sa forme, et surtout Xhaka, qui a quand même réussi à stabiliser mine de rien le milieu de terrain. C'est-à-dire que, comme l'an passé d'ailleurs, comme l'année d'avant, on a retrouvé un Arsenal avec 3 mecs en défense. Quelque part, ça masque un petit peu les carences défensives. Et là, alors, l'année d'avant, tu avais Aaron Ramsey qui était soit dans le milieu à 2, soit en 10, qui est absolument excellent. La perte d'Aaron Ramsey qui est terrible. Mais on a eu le retour de Xhaka, on a eu Xhaka Ceballos, un duo quand même assez technique, assez offensif. Xhaka était un peu plus régulier. Et c'est vrai que l'alliage des deux a permis à Arsenal de faire une excellente fin de saison, ponctuée en fin d'un titre. Là, il y a le Community Shield. Aubameyang qu'on a mis là qui brille. Lacazette souvent qui remise bien parce qu'il a un super quand même jeu de haut but et tout. D'ailleurs, on peut même se demander si Lacazette aujourd'hui ne s'est pas complètement converti en 9,5 plus qu'en 9, mais ça c'est encore une autre question. Donc il a quand même trouvé quelque chose en utilisant la polyvalence de certains de ses joueurs. On peut penser à Maitland-Niles, on peut penser comme je dis à Saka, à Tierney, enfin bref. Donc bravo à lui, et surtout on a arrêté de questionner toujours les choix du coach, qui était une manie pas possible à Arsenal. Alors peut-être qu'il y avait Wenger sur la fin, beaucoup en avaient marre, etc. Emery avait peut-être manqué d'autorité, pas simplement, je dirais pas vraiment dans son groupe, mais à l'extérieur dans sa communication. Arteta, au bout d'un moment, ses choix étaient clairs, notamment vis-à-vis d'Ozil. Aujourd'hui on arrête un peu d'entendre ça. Et le fait de critiquer tout le temps ce qui se passe à Arsenal sur les coachs ou les joueurs, c'est un peu une manie qu'ont pris beaucoup de fans, parce qu'ils ont tellement mangé du caviar, et qu'on vit sur le passé glorieux et exceptionnel des Invincibles et de tout le reste. Sauf qu'Arsenal, on va être réaliste aujourd'hui, le club et même les propriétaires ne cherchent pas à gagner des titres. Je vais déjà expliquer. Les titres, ça nécessite beaucoup d'investissement. Or, le business des propriétaires, des cronqués, c'est de faire de l'argent et d'être rentable. C'est-à-dire que ce n'est pas compatible pour le moment. Ce qu'on cherche à Arsenal, c'est à moindre frais obtenir une qualification en Ligue des Champions pour garder une certaine exposition au niveau international pour les sponsoring, obtenir des deals supplémentaires vis-à-vis des droits TV, donc de qualification en Ligue des Champions et tout, et donc de faire tourner la boutique. Mais tout ça à moindre frais. Si tu gagnes un titre, tant mieux, mais c'est pas la priorité, c'est pas d'aller gagner le championnat. Ils ont beau dire ce qu'ils veulent, il suffit de regarder un peu les investissements. Même si vous allez me dire, Anne Massera ne voit-tu rien venir, l'an passé on a quand même eu PP, etc., il y a eu des investissements. Alors certes, c'est le cas, sauf qu'ils étaient payés en plusieurs années, et ça grondait quand même pas mal. Or, on se rend compte de deux choses là. Quand je vous dis Arsenal est arrivé à un carrefour de son histoire moderne. Avec tout ce qui s'est passé vis-à-vis du Covid, il y a une longue polémique, puisque donc le club a négocié, et ça a mis beaucoup de temps, une baisse de salaire de certains joueurs. Sauf qu'elle était assujettie au fait que le club va garder ses employés, parce qu'on a présenté comme ça aux joueurs. Regardez, on a besoin que vous baissiez vos salaires, on est en difficulté et tout, parce qu'autrement on va devoir dégager du monde et tout. C'est ce que beaucoup de clubs ont fait. Et moi je vous le dis souvent dans toutes les vidéos, parce que c'est important de contextualiser, mais le foot est un milieu de fourbe. C'est-à-dire que les joueurs n'ont aucune confiance dans les agents n'ont aucune confiance dans les joueurs et dans les familles, non plus dans les clubs, et les clubs pensent que les joueurs et les agents vont les niquer aussi. Pourquoi il y a autant de problèmes dans le foot? C'est parce que personne n'est capable de se parler face-to-face et qu'on fait tout dans le dos. Et là, Arsenal, c'est le meilleur exemple. Donc on obtient cet accord-là, même s'il y a eu souci avec Ozil, patati patata, qui pour le coup donne énormément également de son argent pour plein d'œuvres de charité et tout. Et je rappelle aussi pour tous ceux qui critiquent Ozil, qui méritent des critiques peut-être sur l'investissement et tout, mais il a mis le flingue sur la tempe de personne au moment de signer sa prolongation. Je rappelle qu'au moment de sa prolongation également, il était très fort, comme actuellement Aubameyang, donc il était en position de force. Alors après, c'est sûr, il a fait sauter la banque parce que les dirigeants lui ont permis de le faire. Ce qui a déréglé complètement l'équilibre salarial dans le vestiaire, et ça fait qu'Arsenal paye toujours la gestion chaotique de la prolongation de Mesut Ozil. Ça, c'est encore autre chose. Bref, accord entre les joueurs et la direction, sauf que qu'est-ce qu'on voit ces dernières semaines? 55 personnes dégagées. Et là, tu te dis, attends, tu demandes aux joueurs, voilà, ok,
Par contre, à condition qu'on regarde les employés, tu en vires 55 et tu vires quasiment, je crois, toute la cellule de recrutement, hors celle qui s'occupe un peu de la préformation, c'est-à-dire notamment pour rejoindre un peu le centre de formation ici et là, et un petit peu en post-formation après le 18 ans, mais tout ce qui concerne l'équipe première, ça a été dégagé. Le responsable de la cellule de plus de 20 ans, le SCAT en France, France-Belgique, ils faisaient la même, en Écosse, en Espagne, de partout. Ils ont dégagé tout le monde, même les adjoints du responsable de la cellule de recrutement, on peut penser à McDermott qui a mis il n'y a pas longtemps, boum, ça dégage, plus d'autres employés. Dans le même temps, on voit qu'Arteta, et là c'est très bien, on le laisse construire son staff, donc il y a de nouvelles arrivées dans le coaching staff, comme je vous le disais. Également à l'académie, il y a quelques changements. Et quelque part, Arsenal en avait besoin, ils avaient besoin de revitaliser un petit peu ce club-là, même si je vais tempérer tout de suite. Ce qui faisait le charme d'Arsenal et de beaucoup de clubs en Angleterre, c'est son esprit famille qui était réel. C'est-à-dire qu'il y avait énormément d'employés qui venaient avec l'intérêt du club dans le cœur. Vraiment. Et à Manchester United, tu vois aussi ce genre de choses. Tu as une tradition, un côté famille qu'Arsenal incarne merveilleusement. Quand tu dégages comme de la merde 55 personnes, tu trahis quelque part cet esprit qui a été construit depuis très longtemps. Et en fait, c'est un peu... Donc, même si il fallait faire quelques changements, parce qu'en effet, il y avait trop de conservatisme et tout, donc quelque part, c'est bien. Tu laisses, on va dire, une grande liberté à ton manager, c'est très bien aussi. Il est écouté quand même un minimum sur les choix, sur les profils qu'il peut vouloir pour améliorer son équipe. Mais maintenant, on va passer dans la deuxième phase, la phase business, qui n'a absolument rien à voir. Arteta, comme Emery et d'autres, comme un Bielsa, ils ne s'occupent pas des transferts. Ils ont des suggestions, ils peuvent appeler les joueurs, mais ils ne vont pas négocier, ou ils ne vont pas mettre un frère, un agent, ou que sais-je encore. C'est pas trop le style de la maison, contrairement à d'autres personnes, mais bon. Alors, on va être honnête, le business model que je vais vous décrire là, il y a beaucoup de clubs qui l'ont, et je ne vais pas fantasmer le passé. Je veux dire, aussi glorieux qu'Alex Ferguson soit, et Grandé, son fils, il était dans tous les deals quasiment. Même à Arsenal, il y avait un côté propre, mais le fils Dean, il était quand même dans beaucoup de deals. Donc, il ne faut pas non plus fantasmer une époque où il n'y aurait pas eu de micmac. Il y a toujours eu des micmacs parce que l'être humain est ainsi. Sauf qu'il y a différence entre micmac et gros micmac. C'est-à-dire qu'Arsenal, qu'on aime ou pas Arsène Wenger, c'était un mec droit. Arsène Wenger a refusé certains deals parce qu'il ne voulait pas négocier avec certains agents. Wenger, c'est quand même beautiful game. On peut lui reprocher plein de choses, mais le mec, il est droit. Il est droit dans ses bottes. Et il y a des pratiques qu'il avait banni à Arsenal, ce qui fait que certaines personnes n'approchaient pas le club. Alors ça a peut-être empêché certains deals, il y a eu une frilosité, il y a eu plein de choses, je suis d'accord. Mais je parle en termes d'éthique, je parle même pas en termes d'investissement. Tu passes de Wenger à aujourd'hui Edu. Alors vous allez me dire, mais Edu c'est ancien joueur du club, très bon, etc. Ouais, mais Edu c'est une marionnette. Edu c'est pas vraiment lui qui commande. Alors on te met l'étiquette ancien joueur, on te dit ça va, le mec il aime Arsenal et tout. Non mais... Dans le business, on n'aime personne, on va être très clair. Leonardo, il y a des gens qui pensent qu'il est attaché au PSG, alors qu'il est attaché aux copains et à d'autres choses. Je veux dire, c'est le foot de partout, hein, dans quasiment tous les clubs. Donc la structure d'Arsenal déjà qui avait beaucoup changé rappelez-vous ces derniers temps. On a vu l'arrivée de Sven Mislintat qui était au Borussia, qui a ramené les mecs de son réseau. On a eu Ralph Stanley qui est arrivé pour superviser tout ça. Enfin bref, il y a eu pas mal de personnes. Maintenant, Mislintat, souvent j'entends, oui, Dortmund, regardez comme ça travaille bien et tout. Dortmund, c'est un club abominable, hein. C'est un club magnifique, mais les méthodes, je préfère encore me taire. Dortmund, ça arrose la terre entière, hein. Tout le monde veut faire des deals à Dortmund, mais on t'arrose, t'imagines même pas. À l'époque de Mislintat, magnifique. Je vais donner un petit exemple de comment ça marche les transferts, parce que souvent j'entends c'est le recrutement et tout. Pour ça que je vous dis, c'est terrible, ce que je dis, c'est cynique. Arsenal, quelque part, ils sont le précurseur de ce modèle-là, et j'ai presque envie de dire qu'ils n'ont pas tort. Malheureusement, ça me fend le cœur de dire ça, mais je vois comment le foot il fonctionne, donc bon. Donc on dit Mislintat, c'est le recrutement. Donc Guendouzi, quand il arrive à Arsenal, on dit ah c'est la cellule de recrutement. La cellule de recrutement de quoi? Yacine Adli, jeune du Paris Saint-Germain, est en négociation, ça se fait pas. Ok. Son agent c'est Moussa Sissoko. Moussa Sissoko, à l'étranger, travaille beaucoup avec le frère de Lichtsteiner. Notamment, ils ont fait beaucoup de deals ensemble à Dortmund, etc. Donc là, le deal se fait pas et tout. Donc qu'est-ce qu'ils vont proposer à Arsenal? Pourquoi vous faites pas Guendouzi? Vous connaissez un petit peu, etc. Guendouzi se fait parce que Moussa Sissoko et le frère de Lichtsteiner, ils sont là. Alors c'est pas eux qui ont récupéré le joueur, d'ailleurs c'était Philippe Nabé qui était l'agent du joueur et tout. Donc ça se fait et tout. C'est comme ça que le plupart des transferts ils sont. Suggestion d'agent. Alors bien ou mal, attention, là pour le coup, vu le prix et tout ça, sa première saison qui était très 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 honnête. Alors après il y a eu des problèmes ces derniers mois, mais en même temps vu ce qui lui arrive dans sa vie perso, une petite pensée d'ailleurs à lui. Je veux dire, l'investissement c'était plutôt une bonne recrue pour le coup. Mais ça se passe par suggestion d'agent. Alors vous allez me dire, mais attendez, frère Lichtsteiner, et Lichtsteiner qui est complètement cramé, il signe Arsenal. Bon, c'est un euro hasard. Parce que Mislintat, regardez là il est parti, retourné en Allemagne, regardez les joueurs qu'il veut. Les mecs qu'il a ramené à Arsenal, maintenant il veut les remettre. Parce que, c'est triste à dire, mais beaucoup de directeurs sportifs, même ceux qui ont une bonne image, ils travaillent avec le réseau. Leurs agents, leurs mecs à eux. C'est du business, c'est plus du foot, c'est du business. Il y a des millions en jeu. Il y a des millions. C'est-à-dire qu'on a banalisé ces sommes-là. Mais dans un transfert
prendre un exemple sur Icardi PSG, au hasard, hein, vraiment. C'est 50 ou 60 millions. Vous vous dites, bon, c'est pas très dur. Le PSG parle directement à l'agent du joueur, c'est sa femme. Ah non, je sais pas, ça va être un heure hasard, on a mis un mec. Ça veut dire que le PSG n'est pas capable de parler tout seul, ils ont dû nommer un agent. Donc le mec a pris entre 6 et 10% du transfert. Alors là, va falloir m'expliquer comment t'as 4 millions qui partent. Heureux hasard. Bah Arsenal, ça va préparer. Tu te dis, mais attends, Cédric Soares, il a un agent. Bah, pourquoi Arsenal, ils ont mis un agent dedans? Genre, la direction d'Arsenal peut pas négocier avec le club et l'agent. Non, non. Oh, ça va être un droit. Gabriel. Oh non, mais c'est le même. Oh non, je comprends pas. Et dans le même temps, on a signé David Luiz et Willian qui viennent au même agent, qui a Jorapchian, qui est dans ces 4 deals-là. Alors dans les 2 autres, il a même pas le joueur, mais bon, par l'opération du Saint-Esprit, sans doute, il se retrouve dedans. Et là, on se rappelle ce que je vous ai dit. Edu. Mais attendez, Edu, qui est à Corinthians avant. Oh, Corinthians, le Brazilian Football Project, où Kia et ses amis, la plupart, ils sont tous morts dans des circonstances folkloriques. On a blanchi à foison. Oh, mais c'est beautiful game tout ça. Il y a un audio qui circule sur internet quand même en portugais où t'as Kia qui dit au mec, tu me vends les joueurs, on doit terminer le blanchiment. Et le mec a jamais été inquiété. Alors bon, heureux hasard encore une fois, la procédure au Brésil, ils ont changé le magistrat, tout bon visiblement. Au Portugal, il y a eu une affaire aussi, mais ils ont dit non, c'est pas grave. Hein, il y a juste un audio qui traîne sur internet où le mec te le dit clairement. Bon, encore une fois, un heureux hasard. Beau le foot, hein. Pouvoir du foot, c'est magnifique hein, quand même. Bref, en théorie, avant les clubs, ils étaient gérés comme ça. C'est-à-dire, vous avez les propriétaires définissent un budget, etc. Ensuite, vous avez le directeur général, président et tout. Mais normalement, vous aviez le directeur sportif. Le directeur sportif passe en dessous à son responsable de cellule de recrutement, qu'on va appeler un head scout. Et ensuite, il y a les scouts en dessous. Ça, je vous ai expliqué maintes fois le bonnel. Sauf qu'Arsenal, ils disent, mais attends, ça coûte trop cher. Pourquoi on se fait chier à payer des scouts et des recruteurs? C'est vrai, qu'est-ce qu'on s'emmerde à payer le recruteur écossais qui, depuis 2 ans, te tanne avec Kieran Tierney. C'est vrai. C'est comme ceux à l'époque qui vous tannaient sur Virgil van Dijk quand il était au Celtic. Il faudrait peut-être le faire. Non, bon, bref. Bah maintenant, vous savez ce qu'on fait, ça, on dit, ouais, c'est de la merde. On te met les propriétaires, en dessous on te met un directeur du foot qu'on apparente vaguement un directeur sportif, et le mec il est conseillé par ses copains. Ouais, mais pourquoi te faire chier? Tranquille. Alors attention, ce que je dis là, on va me dire, putain, c'est pas terrible. Mais rien ne te dit que ça peut pas marcher. Regardez Monaco quand ils sont champions de France. C'est Mendes qui a fait l'équipe. Falcao, Moutinho, James, Fabinho, Bernardo Silva, c'est Mendes qui faisait les entrées et les sorties. Et on va me dire, ce modèle-là, il est horrible, patati patata. Ouais, mais malheureusement, c'est comme ça que ça marche. Je veux dire, qui a Jorapchian, le playboy de Téhéran, super agent parmi les super agents. Le mec, il a un business de fou. Everton, c'est la maison, il fait ce qu'il veut. À l'époque, Queen's Park Rangers, la maison. Reading, la maison. C'est toujours la maison d'ailleurs. Tu sais pas pourquoi. Dans le Berkshire, tu sais, depuis des années, le mec, il est là autour. C'est comme ça. Mendes, Valence, c'est la maison. Et Wolverhampton aussi, Grasshopper, l'Atlético, plein de clubs. Et ce qui est d'ailleurs marrant, regardez. Valence, ils sont embêtés par des problèmes financiers. Oh, mais heureux hasard que Wolverhampton s'intéresse aux joueurs de Valence. Oh, je me demande qui conseille les propriétaires des 2 équipes. Et voilà, le business, il est là, les gars. Arrêtez, agent de joueur, c'est bien. Tu peux faire des one-shots, tu peux faire des gros trucs. Le vrai business, il est là. Il est quand tu places le directeur du foot et que t'as les oreilles du proprio. C'est tout. Vrai business, il est là. Et moi, je dis grandé. Le mec, il te ramène des joueurs. Non, c'est même pas lui l'agent. On le met, il est dans les photos. Il prend les photos. Willian, là, ils viennent signer. Ils ont carrément fait les photos dans les bureaux de Kia. Mais grandé. Le mec, il te parle dans les médias. Il t'explique la stratégie sportive du club. C'est-à-dire qu'il est arrivé à un stade où il te dit, je contrôle. Et je vous emmerde quelque part. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? Arsenal a besoin d'argent. Parce qu'on a acheté et tout. Ok, c'est très bien, il y a eu des investissements intéressants. Encore une fois, ce que je vous dis, ça dépend les joueurs que tu ramènes. Alors à Reading et Queen's Park Rangers, ça a été n'importe quoi. Hein. Lui, il a bien mangé, vous inquiétez pas. Lui, les copains. Maintenant, Arsenal, ça peut être différent. Parce que t'as Arteta, parce que t'as d'autres choses, c'est aussi plus médiatisé. Donc les mecs, quand même, font un petit peu gaffe. Et je vous dis, quand même, il suit Arteta. Et dans le même temps, Arsenal a besoin de vendre. Mais t'as besoin de mecs comme ça aujourd'hui. Le marché, il est saturé, il est très compliqué cet été. Donc tu as besoin de mecs qui ont des entrées ici et là. Regardez le Barça quand ils avaient besoin de fric. Ah, encore une fois, un euro hasard. Hein. Vous avez vu le nombre de transferts à Everton? Oh, Yeremina, Lucas Digne et tout. Qui était au milieu? Ben tonton Kia. Kia, quand même, juste pour le présenter, le playboy de Téhéran. Alors certes, il a un passé qu'on qualifiera d'énigmatique. Mais le mec au Brésil, c'est le numéro 1. Il travaille avec un type qui s'appelle Giuliano Bertolucci qui fait tout le truc au Brésil. Kia, il fait le lien en Europe. Ensuite, ils se mettent bien avec d'autres petits agents, etc. pour faire les gros transferts en partageant. Lui, il a monté sa société Sportinvest UK. Il a plein de gens qui travaillent avec lui. Des Nojad Bedrou, des Michael Sylvestre et tout. Sauf que le mec, après, il y a des clubs, le Shakhtar Donetsk, c'est la maison. Et là où il est très fort, tonton, quand même,
avec ses gros cigares, en jouant des sommes à 6 chiffres aux ambassadeurs, un casino privé à Londres, ou à Monaco, tonton Kia et Monaco, c'est la famille, le mec, donc il invite les propriétaires, il invite tout, c'est un autre monde. Hein. Et là, il va manger avec les autres agents. Donc, the master of the master, le vrai super agent, the first and only super agent, le professeur Pini Zahavi, qui est quand même son mentor. Regardez les mecs ce qu'ils font. Parce que t'inquiète pas que là, on demande à Arsenal, vous avez besoin de liquidité? Mais t'inquiète pas, il y a tous les amis qui vont venir, qui vont dire, attends, moi je peux te faire sortir le joueur. Est-ce que c'est mal pour Arsenal? Bah non, je vais parler de manière très cynique, mais mets-toi à la place des propriétaires. T'as un agent qui peut te ramener des offres de 25-30 millions. Bah tu dis oui. Et ce que je veux dire, ce qu'il faisait à l'époque pour vous montrer quand même que le business, comment il marche. Donc on va dire que là on est au Brésil, vous avez un joueur, vous le ramenez en Europe au Shakhtar Donetsk, un club où là, tonton Kia et Uncle Pini, c'était la maison. Et les mecs ils sont trop forts parce que des fois c'était un autre gars qui avait le joueur, mais c'était un ami. C'est vrai qu'ils représentaient les 3 parties parce qu'après ils envoyaient par exemple Alex Teixeira en Chine, il y en a un qui représentait le club chinois, l'autre le club ukrainien et ils avaient le joueur aussi. Mais c'est génial. C'est ça le foot les gars, business. Donc encore une fois, le modèle qu'Arsenal est en train de faire, c'est-à-dire les recruteurs, les machins, on dégage, on va fonctionner directement comme ça, j'ai presque envie de vous dire que en fait, c'est déjà comme ça que ça fonctionne, mais en fait, les gens, quand même, se cachent un minimum, tu vois. Mais dans tous les clubs, en Ligue 1, Ligue 2, etc., les cellules de recrutement, c'est triste à dire, mais dans la plupart des cas, elles ne servent à rien, ne sont pas utilisées. J'en ai déjà parlé longuement, vous pouvez demander à tous les recruteurs. Tu as encore des clubs qui fonctionnent comme ça, avec une vraie cellule, et on va dire une corrélation, une coordination. Arsenal, non. Arsenal ne fonctionne pas comme ça aujourd'hui, il y a Edu. C'est pas pour ça que ça va être du mauvais boulot encore une fois. Par contre, c'est vrai que sur les méthodes et voir les copains toujours manger dans les deals, ça, c'est sûr que ça fait mal. Maintenant, attention, Arsenal a une armée de jeunes très intéressants. Tu prends des Martinelli, Saliba qui vient d'arriver, le petit Saka, c'est très intéressant. Sauf qu'aujourd'hui, il va falloir vendre, et moi je vous le dis, tous les joueurs quasiment sont plus ou moins sur le marché. S'il y a des potentielles offres, ça dégage parce qu'on a besoin de liquidité, parce que derrière il faut également payer tous les transferts qui sont amortis sur 5 ou 6 ans, notamment les sommes sur PP, Kieran Tierney. La plupart, on va dire l'essentiel de l'argent arrive ces prochaines années. Donc les échéances, il va falloir un peu de cash. Et dernière petite chose, parce qu'on a vu aussi le départ de Raoul Sanley, qui était plus ou moins un genre de directeur général pour faire table rase de tout ça. Alors il y a beaucoup de versions qui circulent dans le milieu. Moi je vais juste vous dire une chose, c'est qu'aujourd'hui Arsenal, il y a bien une enquête interne sur le transfert de PP et la somme. En effet, la somme elle est scandaleuse. PP c'est un bon joueur, il n'y a pas de problème. Mais ça doit partir à 40 ou 50. C'est ce que Naples, du moins, était prêt à mettre. Alors je veux bien que Campos, quand il fait un transfert, il a le don de faire l'anguille et tout. C'est lui qui a fini le transfert d'ailleurs de PP. Il y aurait beaucoup à dire et tout. Mais donc aujourd'hui on est en train de lui faire porter le chapeau là-dessus et je trouve ça marrant parce qu'Arsenal, ce club familial qui a été pendant des années un exemple vis-à-vis de l'éthique, vis-à-vis de plein de choses, aujourd'hui quand même on montre du doigt un peu les coupables parce que derrière il y a des marionnettistes d'élite quand même quelque part qui contrôlent aujourd'hui quand même l'un des clubs les plus aimés du monde, les plus populaires et qui a été depuis le début de ce siècle-là l'un des plus grands. Ça me fait quand même mal, mais quand je regarde ce qui se passe à la Juve, quand je regarde ce qui se passe à Valence, quand je regarde ce qui se passe au Barça et dans plein d'autres clubs, je me dis que le football il est gravement malade. Et ce système-là, je vais vous choquer. Mais quelque part, ils te le disent, tu vois, on fait du business. Et alors je sais que c'est terrible, mais je préfère ça, par exemple, au Barça, la direction Bartomeu, qui va quand même te dire que limite, ils vont donner des leçons de moralité aux gens. Ou Leonardo. À choisir, je préfère quand même Arsenal. Parce que Leonardo qui dit aux gens, je suis là pour le club, il est beau le monde du foot, hein, les gars. Bon, on se retrouve très vite pour des vidéos un peu plus joyeuses, quoique on va bientôt reparler du football belge, de je vous attaque, tu m'attaques, je suis un directeur commercial, mais je suis aussi directeur sportif et agent. Et eux, c'est les meilleurs quand même. Donc on se retrouve bientôt dans ce grand cirque qu'est le monde du foot, et que je quitterai très rapidement avant de devenir taré. Ciao!